Au sommaire de cette édition, en RDC, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 3 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante vient de publier la liste des 14 provinces concernées. Récupération de la gestion des écoles conventionnées catholiques par le gouvernement congolais. L'Église catholique se dit prête à céder des écoles à l'État tout en gardant les bâtiments où elles sont implantées. Mouvement de grève à la SCPTX Onatra, les agents réclament la fermeture des ports illégaux et la créance de 207 millions de dollars du gouvernement afin d'apurer notamment 38 mois d'arriérés de salaire. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problème aura lieu le 3 décembre prochain. Le calendrier électoral ayant été rendu public ce vendredi par la Commission électorale nationale indépendante, il s'y est de préciser que seules 14 provinces sont concernées par cette élection. Ouvrons à présent cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Les parlementaires du PPRD et autres cadres alliés à Joseph Kabila viennent d'être outillés sur leurs responsabilités et droits afin d'assurer leur mission, celle de légiférer et contrôler les actions du gouvernement. À l'ouverture des travaux lors de ce séminaire ce jeudi 21 octobre 2021, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a au nom du président national Joseph Kabila Kabange précisé le concept de base et les axes de leur nouvelle orientation. Le concept du thème principal de cette formation d'une journée axée sur les fonctionnements d'un Parlement dans un contexte pluraliste et démocratique ont été opérationnalisés par 14 orateurs, chacun avec son sous-thème, dont celui du secrétaire permanent du PPRD, lui-même Emmanuel Ramazani Chadari, qui a planché sur le contrôle parlementaire. Ce séminaire d'aujourd'hui est d'une grande importance pour notre famille politique, mais également pour le progrès de la démocratie dans notre pays, la RDC. Un intérêt symbolisé par la présence remarquable dans cette salle des représentants de plusieurs formations politiques du FCC que je voudrais tout particulièrement saluer. Le présent séminaire, dont la durée est d'une journée seulement, a pour but de permettre aux cadres, et plus particulièrement aux parlementaires de notre famille politique, de procéder à un échange de vues entre eux, après les exposés des personnalités averties, et de comparer leurs expériences respectives sur diverses questions relatives. Parmi les sous-thèmes développés par les intervenants, tous membres du Front commun pour le Congo, l'on note l'histoire politique du Congo, repère important du Parlement congolais, par l'honorable Thomas Louaka, les vacances parlementaires par le sénateur Tchikès Diemou, le mandat non impératif de l'élu et la discipline du parti avec le professeur Évariste Bochab. Les femmes ont également planché sur leur représentativité, notamment la députée nationale Geneviève Inagossi et sa collègue Louise Mayou Makasende, le professeur Adolphe Loumanou, attablé sur le Parlement congolais sous la Troisième République. Le mouvement de grève des agents de la Société commerciale des transports et des ports continue. Ils réclament 38 mois d'arriérés de salaire, la fermeture effective des ports et la créance de 207 millions de dollars du gouvernement. Pour calmer la situation, la police a usé des gaz lacrymogènes tout en interpellant quelques agents. Déclenchée près d'une semaine déjà par l'intersyndicale, la grève des agents et cadres de la Société commerciale des transports et ports se poursuit inlassablement. Après celle d'hier sans incident, où ils ont manifesté devant l'immeuble administratif, puis au département de port, les grévistes se sont mobilisés une fois de plus ce matin pour exprimer leur voix. On a été gazé par la police. Toutes les couches du pays ont été saisies pour cette marche. Elles ne nous ont pas donné un ordre contraire. Ce matin, nous sommes venus pour marcher. À notre sortie, on a été gazés et poursuivis jusque dans des bureaux.
Au cœur de leurs revendications, on note des réponses claires au dossier du D107, c'est-à-dire 207 millions de dollars américains que le gouvernement congolais doit à la SCTP, des ports privés illégaux non fermés jusqu'à ce jour et les paiements des arriérés des salaires. Les manifestants demandent une libération immédiate du président intersyndical ainsi que celle de certains agents interpellés par les forces de l'ordre. On a arrêté notre président intersyndical et certains de nos agents. Nous demandons une libération immédiate de notre leader et nos agents sans condition. Les grévistes conditionnent la fin de leur mouvement aux solutions idoines aux problèmes soumis et confirment qu'ils se présenteront tous les jours dans l'enceinte du bâtiment administratif pour marquer leur détermination à maintenir la grève. À la primature, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, accompagnée la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya-Luseba, a été reçue. Se confiant à la presse à l'issue de cette rencontre, Pramila Paten a salué l'engagement du Premier ministre pour des solutions idoines à la question des violences sexuelles. Elle a promis en outre le soutien du système des Nations Unies aux efforts du gouvernement. On l'écoute. Nous avons évoqué les conclusions de la table ronde d'aujourd'hui et je lui ai réitéré le soutien entier des Nations Unies, du système des Nations Unies, en particulier tout ce qui est soutien de mon bureau en termes de soutien technique pour la rédaction des lois, y compris la loi portant sur les réparations et la création d'un Fonds national de réparation. Et nous avons aussi évoqué la question des services holistiques qui sont nécessaires pour les victimes de violences sexuelles. Certainement, mon bureau va faire le plaidoyer auprès de la communauté internationale pour que le fonds soit approvisionné. Donc, déjà, ça a été annoncé hier par le ministre des Droits humains. Il y a un projet d'approvisionnement, mais certainement je ferai le plaidoyer vis-à-vis de la communauté internationale. Je l'ai déjà fait, je continuerai à le faire. Si la Première Dame aujourd'hui a eu l'initiative d'organiser d'abord cette table ronde, pour moi je ne fais que saluer cette initiative et j'encourage tous les partenaires, tous ceux qui se sont impliqués à l'action pour que ça se réalise. Ça sera vraiment un ouf de soulagement pour mon pays et surtout pour la femme. Conférence déjeuner ce vendredi organisée par l'ONG MIFDA en collaboration avec la Fondation Neema autour de Simone Gbagbo en séjour à Kinshasa. L'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a parlé de son expérience, de son combat politique, de sa vie en prison jusqu'à l'obtention de sa liberté. C'était une conférence très attendue. Simone Yvette Gbagbo a partagé avec ses invités son expérience, son combat politique, sa vie en prison, y compris l'obtention de sa liberté. L'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire encourage la femme congolaise à s'engager dans la politique pour changer la donne. Moi, j'ai fait la politique tout le temps. Depuis que j'ai eu l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire la politique et à me battre. Je me suis battu d'abord pour que mon pays sorte du parti unique. Et nous avons pu obtenir le multipartisme en 1990. Rendu possible grâce au Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA, en collaboration avec la Fondation Neema, cette conférence était une occasion pour ces et celles qui sont engagés dans la politique active de trouver de l'inspiration. Vraiment, Madame Gbagbo, nous avons été édifiés. Comme notre ministre du genre est là, il y a aussi une FD, c'est-à-dire Femme Dynamique, à Lingala Mwasi Apigo. Elle va vous remettre votre trophée. Il y a Mwasi Apigo. Et aujourd'hui, vraiment, tout le monde a été ému. Parce que c'est une femme qui a fait la prison, c'est une femme qui a été battue, c'est une femme qui a vécu tout le temps d'humiliation, mais elle a toujours été résiliente, elle est toujours debout. Et je pense que toutes les femmes qui ont participé aujourd'hui ont pu recevoir quelque chose de positif. Certains membres du gouvernement ont également pris part à ces échanges, dont la ministre du Genre, Famille et Enfants et celle de la formation professionnelle.
Grève générale dans les écoles publiques, on en parle encore dans le journal. L'Église catholique dit ne pas être impliquée dans cette situation et travaille par ailleurs pour accompagner l'État dans sa vision, celle de rendre effective la gratuité de l'enseignement de base. En ce qui concerne la récupération de la gestion des écoles conventionnées catholiques par le gouvernement, l'Église catholique est prête à céder tout en gardant les bâtiments où sont implantées ces écoles. La gratuité est constitutionnelle. La gratuité est non négociable. L'État doit mettre le moyen pour la mise en œuvre de cette gratuité. C'est un point de presse de la SYNCO qui revient sur l'évaluation de la gratuité. Si les ministres de l'EPST évoquent les problèmes d'instrumentalisation des élèves, la SYNCO pointe du doigt le gouvernement de la République. Nous voulons simplement rétablir la vérité. Si problème il y a, c'est du côté du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements. Pour l'Église catholique, l'État est souverain et s'il veut, il peut carrément reprendre la gestion de ces écoles. Nous reconnaissons que nous ne donnons qu'un service. Nous ne rendons qu'un service à la population. Ça fait partie de notre mission. Alors, si l'État pense qu'il peut faire mieux que l'Église, mais elle est libre, ce sont ces écoles. Là où nous fonctionnons avec nos locaux, on reste avec nos locaux, on en fait ce qu'on en veut et l'État fait ce qu'il veut. Mais je ne crois pas que ce serait de l'intérêt de l'État d'aller dans ce sens-là parce qu'on se rendra compte que c'est la population qui sera peinée. En tant que partenaire de l'État depuis l'époque coloniale, la SYNCO sollicite l'organisation des États généraux pour une évaluation de l'enseignement et dissiper les frustrations subies par les enseignants sous-payés et particulièrement les enseignants non pris en charge par le Trésor public, sans oublier le financement correct du fonctionnement des écoles et bureaux gestionnaires. Il est urgent à ce jour que le gouvernement se penche sur toutes les questions de fond soulevées, aussi bien par la politique de la gratuité que par le processus global de gouvernance du secteur. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler du comité de pilotage du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse qui a ouvert sa première réunion ce jeudi 21 octobre à Kinshasa. Au menu, la présentation du projet qui accompagne la gratuité de l'enseignement de base en RDC qui contribue également à la qualité de l'éducation. Rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des priorités de son programme quinquennal, conformément aux dispositions de l'article 43 de notre Constitution. C'est par ce mot qu'Edi Bantou, directeur de cabinet et représentant du professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST et président du comité de pilotage du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse, a ouvert la première réunion du comité de pilotage qui s'est tenue ce jeudi 21 octobre à Kinshasa dans la salle Kampala au Rotana Hotel. Il était question pour ces comités de pilotage de valider les dits projets qui, selon son contenu, contribue à la qualité de l'éducation et accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base. Au sorti de l'événement, Valeur Moussia, coordonnateur de Perse, explique les raisons de ces assises. Le comité de pilotage de ce projet a pour mission principale de pouvoir tracer les orientations politiques du projet, de pouvoir approuver les plans de travail budgétés, mais également de pouvoir être informé d'éventuelles difficultés. Parmi les participants, le secrétaire général à l'EPST était représenté par Odo Moulanda, qui explique la raison de sa présence à ces assises. C'était une première phase, le lancement de ces projets. On a essayé de voir qu'est-ce qui était déjà fait, comment on doit se préparer par rapport aux résultats, aux premiers résultats déjà atteints, et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que le reste des étapes puissent nous aider à consolider. Des mesures mises en place pour renforcer la lutte contre l'insécurité foncière. Le ministre national des Affaires foncières, Molendo Sakombi, était l'orateur d'un déjeuner-conférence organisé ce vendredi par la Chambre de commerce belgo-congolaise luxembourgeoise.
Dans son allocution à l'occasion du déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce belgo-congolaise luxembourgeoise, le ministre congolais des Affaires foncières Molindo Sekumbi s'est félicité du travail abattu depuis sa prise de fonctions à la tête de ce ministère, notamment dans la mise en place des stratégies visant à lutter contre l'insécurité foncière, entre autres la suspension des recours à la procédure des arrêtés portant déclaration des biens sans maître ou abandonnés, l'arbitrage des conflits et la numérisation du cadastre et la sécurisation des titres fonciers, pour ne citer que cela. Il convient de noter que l'insécurité foncière, dans le contexte congolais qui gangrène les cours et tribunaux de la République, est consécutive aux faits majeurs suivants. La dichotomie entre le régime foncier et le droit traditionnel, la controverse autour du principe de la domanialité qui n'a pas réussi à sécuriser le patrimoine foncier de l'État, qui ont renforcé le climat d'insécurité foncière, spécialement dans le monde rural. Les mesures mises en place par le ministère des Affaires foncières ont le plus attiré l'attention de la Chambre de commerce belgo-congolaise. Occasion pour son président, Georges Mukuna, d'expliquer ce choix. On a choisi un thème qui allait intéresser pas mal de gens, parce que nous tous, directement ou indirectement, nous sommes intéressés par les problèmes fonciers. Et là, nous avons pas seulement de ministre des Affaires foncières, mais je dirais, nous avons un spécialiste du secteur. Il s'y est rappelé que le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires foncières, fait de la lutte contre l'insécurité foncière son cheval de bataille. Une forte délégation des lignes maritimes congolaises séjourne au Kenya, conduite par son président du conseil d'administration, Lambert Mende Malanga. L'objectif est de présenter le LMC et ses activités aux opérateurs économiques en prévision de l'ouverture d'un bureau de représentation à Mombasa, quelques semaines après celle de Johannesburg en Afrique du Sud et en Namibie. À Nairobi, la délégation LMC a eu une séance de travail avec le corps diplomatique congolais au Kenya, conduit par Charlotte Melanga Omoy. Cet échange a porté sur l'ouverture prochaine du bureau de représentation et lancement des activités qui entrent dans le cadre de la représentativité des LMC dans tous les ports africains. D'une ville à une autre, à Mombasa, la délégation LMC a tenu, dans la matinée de jeudi 21 octobre, une séance de travail à laquelle ont pris part les autorités portuaires, les transitaires et les opérateurs économiques. Être sur le port par où transitent les cargaisons congolaises est un droit reconnu aux lignes maritimes congolaises dans le cadre de la relance de cette société. Ce qui est en train de se faire ne l'est que par exécution d'un droit souverain de la République démocratique du Congo qui est en train d'être exécuté sur pied d'une disposition qui a été prise par l'organisation régionale des pays d'Afrique du centre et de l'ouest, à laquelle l'organisation maritime à laquelle appartient la République démocratique du Congo. Dans l'après-midi, la délégation LMC a échangé avec les responsables portuaires de Mombasa avant d'être conviée à une visite guidée dans les installations de ce port. La société LMC a les ambitions de se positionner dans tous les ports africains par où transitent les cargaisons et sur tous les corridors desservant la RDC d'ici 2023, un défi que s'est lancé la direction générale que dirige Cédric Chizaïnga. Une délégation des représentants des étudiants s'est rendue ce jeudi au bureau du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mohindo Nzangi. Le représentant des étudiants du Nord Kivu a plaidé en faveur de ses camarades en difficulté en cette période d'état de siège en province. Accompagnée de la représentation nationale, la présidente provinciale des étudiants du Nord Kivu a rencontré ce jeudi le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à Kinshasa. Loin d'être une simple visite de courtoisie, Jaël Zawadi est venu porter la voix de tous les étudiants de la province du Nord Kivu en sérieuse difficulté quant au programme de cours en cette période d'état des sièges. On était là en train de parler au nom des étudiants de la province en particulier et en général la jeunesse estudiantine qui est oubliée pendant la période d'état de siège qui est rejetée. Nous avons constaté un relâchement
auprès des autorités militaires quant à ce qui concerne l'encadrement de la jeunesse ainsi que la collaboration. Et nous avons donné plusieurs demandes par rapport aux défis auxquels nous sommes heurtés. Il y a des défis d'ordre économique dans la province du Nord Kivu. Depuis l'instauration de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour mettre fin au cycle d'insécurité, le calendrier académique est bouleversé pour plus d'une raison. Auprès du ministre des tutelles, la représentante des étudiants de la province a fait savoir qu'ils sont capables de se mettre à contribution afin d'éviter de créer un problème en résolvant un autre. À Kasumbalesa, on ouvre la page des nouvelles des provinces. 5 camions de poissons tilapia interceptés à la frontière par l'Office congolais de contrôle ont été détruits grâce à l'implication du maire de la ville pour préserver l'environnement et épargner la population la consommation de ces produits impropres. Enfin, les 5 camions de poissons tilapia saisis par l'Office congolais des contrôles pour non-conformité ont été détruits ce jeudi 19 octobre 2021 grâce à l'implication du maire de la ville de Kasumbalesa. Dès son retour après une longue mission de 2 semaines, Maître André Kapampa, maire de Kasumbalesa, convoque le parquet, la DGDA, l'OCC et d'autres services. Un seul point à l'ordre du jour, la destruction des poissons avariés saisis depuis un mois par l'OCC. Sans aucune autre forme de procès, le même jour, un site est choisi à la frontière. Des engins sont réquisitionnés pour procéder à l'enfouissement de ces poissons impropres à la consommation. Le chef d'agence de l'Office congolais des contrôles OCC Kasumbalesa, pour une fois de plus, avertit les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques doivent comprendre que le Congo, ce n'est pas une poubelle où vous pouvez aller ramasser les histoires et venir faire consommer ça à la population. Et les opérateurs économiques doivent savoir que le rôle de l'OCC au niveau de la frontière, c'est le contrôle de la qualité. Nous sommes là pour protéger la population. C'est depuis le mois de septembre dernier que les camions qui transportaient des poissons tilapia ont été saisis à cause de l'état putréfait des poissons dont les emballages ont été même contrefaits pour tromper la vigilance des services à la frontière. Lors de son passage à Kasumbalesa, le ministre national du commerce extérieur avait haussé le ton pour rappeler qu'aucun service ne pouvait enfreindre le service d'un autre, mandatant ainsi l'OCC Kasumbalesa à détruire les poissons avariés, ce qui vient d'être fait grâce à l'implication du maire Kapampa. Dans le Sankourou, les allocations familiales du 2e trimestre ont été lancées par l'administrateur du territoire de Lodja en collaboration avec le chef du bureau de la Caisse nationale de sécurité sociale de cette partie du pays. Une sensibilisation des pensionnaires a été faite également pour leur permettre de déposer leur dossier en vue d'un traitement. C'est grâce à l'appui du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, Jean-Simon Foutikiakou, que le responsable du bureau de la CNSS Lodja au Sankourou, Victor Wonia, a procédé en présence des autorités politico-administratives au lancement des cérémonies du paiement des allocations familiales du 2e trimestre, des prestations sociales du 3e trimestre 2021, ainsi qu'à la remise de brevets aux nouveaux prestataires du régime général de la sécurité sociale. Ça me rend très joyeux et nous allons continuer à nous affilier à la CNSS. Profitant de l'occasion, Victor Wonia a remercié le nouveau comité de gestion pour les moyens mis à sa disposition. Nous remercions sincèrement l'autorité de la CNSS d'avoir mis à notre disposition les moyens financiers qui nous ont permis de couvrir cette cérémonie suivant les différentes étapes, dont notamment les allocations familiales et le paiement de la pension de retraite. Après des moments de perturbation qu'a connu l'antenne de la province du Sankourou, le chef du bureau de la CNSS Lodja s'en réjouit de la rapidité dans laquelle les dossiers de pensionnés sont traités. Pour tous ceux qui ont atteint l'âge de retraite et qui ont réellement cotisé à la CNSS, nous les appelons à venir déposer leur dossier. Ça ne traînera plus. Rappelons que cette activité s'est tenue conformément à la vision du chef de l'État qui vise le peuple d'abord. À l'Assemblée provinciale du Lualaba, le calendrier de la session ordinaire de septembre a été adopté ce jeudi. Au cours de cette plénière, le président du bureau, Louis Kamweni, a fait d'importantes communications, dont voici les détails.
Les députés provinciaux de l'Olaba ont adopté au cours de la plénière de ce jeudi 21 octobre 2021 les calendriers de la session ordinaire de septembre. 11 points y sont inscrits, dont les arriérés législatifs et la validation des mandats des députés. Si j'ai bonne souvenance, je crois que lors de la session extraordinaire, nous avons touché à ce problème-là et que nous avions chargé la commission PAJ de se mettre déjà au travail. Donc, à prêter ça dès la semaine prochaine, ça sera fixé au début de la semaine. Toujours au cours de cette plénière, des informations importantes ont fait la communication du président du bureau, Louis Kamweni Ntumbu. Les avocats du gouverneur Mouyej avaient porté plainte contre l'Assemblée au niveau de la forme. Pour eux, l'acte que nous avons pris était un acte administratif. Il fallait que le parquet général l'annule purement et simplement. À ce niveau-là, le parquet s'est déclaré incompétent. Les avocats de l'Assemblée aussi ont réagi, mais non, on attend. La Cour ne pourra se prononcer que la semaine prochaine. Entre-temps, la province de l'Olaba poursuit avec son élan de modernisation grâce au savoir-faire et l'entente observée entre le président de l'Assemblée provinciale Louis Kamweni et Fifi Masuka Saini, le gouverneur intérimaire. Christian Kitungwa, président de l'ASBL Génération des bâtisseurs du Tanganyika et candidat gouverneur, est arrivé à Kalemi ce jeudi pour communier avec la population et lui confirmer son adhésion à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est aux premières heures de ce jeudi que Christian Kitungwa arrive à Kalemi. Le président de l'ASBL, Génération des bâtisseurs du Tanganyika, vient prêcher les développements de sa province. Nous arrivons dans notre province de Tanganyika. Nous avons notre structure qu'on peut qualifier d'ASBL, la Génération de bâtisseurs du Tanganyika. À un certain moment, nous nous sommes rendus compte que cette province, qui est comparable au Miami, est en train de se mourir. Alors, quoi de plus normal que de s'organiser pour que cette province prenne de l'élan. Une marée humaine à l'aéroport de Kalemi pour recevoir ces dignes fils du terroir, membres de l'Union sacrée. Submergé, Christian Kitungwa est obligé de faire les pieds à certains endroits. Sous le long de son parcours, il reçoit un symbolique de la richesse des Tanganyika. Christian Kitungwa salue l'accueil chaleureux lui réservé par ses frères. Je suis à la maison et chez nous. À la place Kisebwe, où il tient un meeting, ces membres de l'Union sacrée appellent la population à l'unité et à participer au développement du Tanganyika. Que Christian Kitungwa se sépare avec la population des Tanganyika, avec la promesse de se serrer désormais les coudes pour le développement de cette province. La province du Haut-Lomami a été classée première en ce qui concerne notamment le respect des engagements pris devant le chef de l'État sur la vaccination contre la poliomyélite. Un brevet de mérite a été remis à son gouverneur par le ministre de la Santé au cours du 2e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite qui s'est clôturé à Kinshasa. Kabamba Ilunga, qui a pris part active à ces travaux, a salué la détermination du chef de l'État qui tient à la protection de la santé des populations. Nous sommes venus pour différents dossiers, mais ce qui nous réunit ici, c'est pour la vaccination. Ma disposition sur le plan de la santé, je dois d'abord féliciter le président de la République qui ne lésine pas sur les moyens pour pouvoir protéger tous les enfants congolais. Et je dois remercier les partenaires, et particulièrement nos collaborateurs qui m'entourent ici, parce que ce sont des gens très disciplinés et qui s'adonnent à leur travail avec beaucoup d'abnégation et de conscience. Je voudrais lancer d'abord à nous les autorités, parce que généralement nous les autorités, nous sommes un peu négligents. Quelles que soient les circonstances,
qu'à tour de rôle, même s'il y a changement d'autorité, il faut qu'on soit attentif parce qu'en boostant la vaccination, on économise beaucoup d'argent pour développer le Holomami. La contribution, nous la donnons selon le protocole d'accord que nous signons avec les partenaires. Et ici à Kinshasa, plusieurs sujets d'actualité ont été au centre d'un échange ce vendredi entre Léon Kengo Adondo, ancien président du Sénat, et Modeste Bahati Lukwebo, actuel président de cette haute chambre. Modeste Bahati Lukwebo, qui a fait le déplacement de la résidence de Léon Kengo Adondo, située au bord du majestueux fleuve Congo, est allé recevoir des sages conseils auprès de son prédécesseur, qui s'est dit satisfait du travail qu'il abat à la haute chambre du Parlement. Les deux personnalités ont en outre abordé les questions liées aux avantages accordés aux anciens présidents du Sénat. Nous avons parlé d'abord de la marche du pays. Nous avons ensuite abordé le problème qui me concerne personnellement. Comme vient de le dire le président honoraire du Sénat et ancien Premier ministre, mon ancien Premier ministre, il était question que nous puissions d'abord nous saluer, mais également aborder certaines questions liées à la vie politique du pays et particulièrement aussi des problèmes qui le concernent. Et pour dire vrai, ces droits qui jusqu'ici ne sont pas payés. Et donc, en tant qu'ancien Premier ministre et en tant qu'ancien président du Sénat, il a des droits qui sont reconnus par la loi, mais qui ne sont pas encore liquidés. Et c'est pour cette raison que je venais le réconforter pour lui dire que nous nous impliquons pour la solution rapide de ce problème. Pour rappel, l'article 19 de la loi du 26 juillet 2019 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages à accorder aux anciens chefs des corps constitués, dont les anciens présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, pour préserver la dignité liée à leurs fonctions. Ce journal est terminé. Madame, Monsieur, voici le rappel des principaux titres. En RDC, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 3 décembre prochain. La Commission électorale nationale indépendante vient de publier la liste des 14 provinces concernées. Récupération de la gestion des écoles conventionnées catholiques par le gouvernement congolais. L'Église se dit prête à céder les écoles à l'État tout en gardant les bâtiments où elles sont implantées. Mouvement de grève à la SCPT Exonatra, les agents réclament la fermeture des ports illégaux et la créance de 207 millions de dollars américains du gouvernement afin d'apurer notamment 38 mois d'arriérés de salaire. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Communiqué de presse. L'organisation Jeunes francophones d'Afrique annonce la nomination de M. Mukonto Kibukila Christian au titre de coordonnateur national des ambassadeurs de la jeunesse francophone en République démocratique du Congo. Sur ce, toute l'équipe de la coordination d'Afrique centrale lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles responsabilités et se dit fier de pouvoir les compter parmi ses rangs. Fête à Libreville le 11 octobre 2021 pour l'organisation Lui Ibaba.